Elle avait économisé pendant 2 ans pour se sentir enfin belle, et c'est exactement cette économie qui a failli la tuer. Valérie Escoffier avait 44 ans, un appartement propre à Montpellier, un poste stable qu'elle avait mis une décennie à construire, et une conviction silencieuse qui la rongeait depuis sa rupture, que son corps, d'une certaine façon, ne lui ressemblait plus, pas de manière spectaculaire, pas de manière visible pour les autres, mais elle le savait. Elle le voyait chaque matin devant le miroir de sa salle de bain, ce nez qu'elle n'avait jamais accepté, ses cuisses qu'elle camouflait étaient comme hiver. C'était pas une coquetterie, c'était plus profond que ça. C'était le sentiment diffus, obstiné, que si elle pouvait corriger ces 2 détails, elle pourrait être recommencée, se réinventer, redevenir la femme qu'elle pensait avoir été avant que tout se dérobe. Elle ne savait pas encore que le voyage qu'elle avait planifié avec tant de soin, les recherches, les comparaisons, les captures d'écran de témoignages, les allers-retours d'email avec la clinique, allaient transformer ce désir de renaissance en cauchemar médical, que la femme qui monterait dans l'avion pour Bangkok un mardi matin de janvier ne rentrait pas comme elle l'avait imaginé. Qu'entre le décollage et l'atterrissage, il y aurait une infection qui progressait dans son corps, un homme qui disparaîtrait dans la nuit, et une sœur à l'autre bout du monde qui refuserait d'abandonner. Ce qui s'est passé en Thaïlande a ruiné Valérie, et là aussi, d'une certaine façon, sauvé, mais commençons par le début. Je m'appelle Valérie Escoffier, j'ai 44 ans, je suis responsable des ressources humaines dans une PME industrielle à Montpellier, et je pense que c'est important de vous le dire dès maintenant parce que les gens qui entendent mon histoire font souvent la même erreur. Ils imaginent une femme naïve, facilement influençable, peut être un peu désespérée, ils pensent comment a-t-on pu lui faire croire ça? Mais je ne suis pas naïve. Mon travail consiste précisément à évaluer les gens, à lire entre les lignes, à détecter les incohérences dans un dossier de candidature ou dans le discours d'un manager qui cache quelque chose. J'ai passé 15 ans à développer ce radar. Et pourtant, je suis monté dans cet avion. Alors laissez-moi vous expliquer comment ça fonctionne vraiment pas l'arnaque telle qu'on la résume dans un titre de journal, mais la mécanique intérieure. La façon dont on vous convainc, sans jamais vous mentir franchement. La façon dont on utilise vos propres rêves comme appât. Tout commence 2 ans avant Bangkok. 2 ans pendant lesquels je regarde mon reflet avec une insatisfaction qui grandit lentement, régulièrement, comme une marée qui monte sans faire de bruit. Ma rupture avec Arnaud avait eu lieu quelques mois plus tôt, 7 ans ensemble. Une vie construite à 2, et puis un matin il m'avait dit que quelque chose s'était cassé et qu'il ne savait pas comment le réparer. Je n'avais pas pleuré tout de suite. J'avais rangé ses affaires. J'avais continué à aller travailler. J'avais souri à tout le monde parce que c'est ce que je fais, je gère. Mais quelque chose avait changé dans mon rapport à mon corps, comme si la rupture avait cristallisé des insatisfactions qui dormaient depuis longtemps. Le nez que je n'avais jamais vraiment aimé, trop grand de profil, légèrement dévié, et les cuisses que je cachais depuis l'adolescence, ces 2 choses étaient devenues, dans les mois qui avaient suivi la séparation, des obsessions douces. Pas des crises. Juste une présence constante, une voix basse qui dit « si tu corrigeais ça, tu te sentirais mieux ». C'est pas une expérience unique. Je le sais maintenant mieux qu'avant. Quand on sort d'une longue relation, particulièrement quand c'est l'autre qui en est à l'origine, le corps devient une surface sur laquelle on projette tout ce qui est incontrôlable. L'amour, l'estime de soi, la peur de vieillir, la conviction diffuse qu'on a peut être manqué quelque chose d'essentiel. Les chirurgiens esthétiques le savent. Les cliniques frauduleuses le savent encore mieux. Elles ne ciblent pas les femmes instables. Elles ciblent les femmes debout, celles qui continuent à avancer, qui gèrent, qui ne s'effondrent pas parce que ces femmes-là ont l'habitude de résoudre leurs problèmes elles-mêmes. Elles font confiance à leur propre analyse. Et c'est précisément cette confiance qu'on va retourner contre elles. J'avais pris rendez-vous avec un chirurgien esthétique à Montpellier. Le devis pour la rhinoplastie seule dépassait 7 000 €. La liposuction des cuisses, 5 000 de plus. 12 000 € au total, sans compter les arrêts de travail. C'était hors de ma portée, sans vider mon épargne, et quelque chose en moi résistait à l'idée de dépenser autant pour ce que mes collègues auraient probablement qualifié de caprice. C'est dans cet état d'esprit que j'ai commencé à chercher. J'avais passé plusieurs soirées à parcourir des forums, des articles, des témoignages épars sur des sites spécialisés dans ce qu'on appelait le tourisme médical. La Tunisie, la Turquie, la Pologne, ces destinations revenaient régulièrement, mais c'est la Thaïlande qui concentrait le plus grand nombre de témoignages francophones. Bangkok, notamment, avec des tarifs qui me semblaient presque impossibles et pourtant accompagnés de preuves photographiques qui semblaient indiscutables. Le groupe Facebook s'appelait quelque chose comme Tourisme médical Thaïlande, témoignages francophones. Je ne me souviens plus exactement du nom. Ce dont je me souviens, c'est la première fois que je l'ai ouvert. Il devait être 22 heures. J'étais dans mon canapé, mon ordinateur sur les genoux, et j'ai commencé à faire défiler les publications. Des femmes. Des dizaines de femmes. Des femmes qui avaient fait exactement ce que j'envisageais. Rhinoplastie, liposuction, lifting,
Augmentation mammaire en Thaïlande, à Bangkok ou à Phuket, pour des tarifs que je n'aurais jamais imaginés. 3 000 € pour une rhinoplastie complète, 2 500 pour une liposuction, photos avant et après, visage heureux, commentaires enthousiastes. Question de membres novices, auxquels répondaient des membres expérimentés avec une patience et une précision impressionnantes. Ce qui m'a frappé, et c'est précisément ce détail qui m'a fait baisser ma garde, c'est que les témoignages n'étaient pas parfaits. Il y avait des femmes qui mentionnaient des douleurs plus longues que prévues, des femmes qui disaient avoir eu peur pendant la récupération, des femmes qui conseillaient d'emporter davantage de médicaments antidouleurs. Ces nuances, ces imperfections me semblaient être la preuve d'une communauté authentique, une communauté sans filtre. Je savais pas encore que l'imperfection peut être fabriquée aussi, que les gens qui gèrent ces opérations comprennent très bien la psychologie de leur cible, que trop de perfection éveille les soupçons, que la crédibilité passe par le détail qui dérange légèrement. Ce que j'allais apprendre bien plus tard, c'est que les comptes qui animaient ce groupe, les membres expérimentés qui répondaient avec tant de précision aux novices, ceux qui recommandaient systématiquement la même clinique avec des formulations légèrement différentes, mais un enthousiasme constant, étaient des profils rémunérés. Certains étaient gérés depuis des bureaux à l'extérieur de la Thaïlande, d'autres appartenaient à de vraies femmes qui avaient accepté d'être opérées gratuitement en échange de leur participation à l'animation du groupe. Le réseau de Boonsri avait compris quelque chose d'essentiel. La meilleure publicité n'est pas une publicité, c'est une conversation entre pairs à laquelle on vous laisse assister. Parmi toutes les cliniques mentionnées, une revenait avec une fréquence et une constance qui semblaient indiscutables. La clinique s'appelait Lotus Medical Center, un nom professionnel, rassurant, avec ce que j'allais apprendre plus tard à reconnaître comme une neutralité calculée. Le site était impeccable, multilingue, avec des certificats affichés, des photos de blocs opératoires modernes, des profils de chirurgiens avec leurs diplômes. Le docteur Chaiwat Boonsri apparaissait en première page une 50aine d'années sur la photo, col de chemise blanc sous la blouse, un sourire qui communiquait exactement ce dont j'avais besoin, la compétence et la bienveillance réunies dans le même visage. Ce que le site ne mentionnait pas, ce qu'aucun moteur de recherche francophone ne m'aurait permis de trouver facilement, sans savoir précisément quoi chercher, et dans quelle langue, c'est que Boonsri avait été radié du conseil médical thaïlandais 4 ans plus tôt, pas pour une erreur isolée, pour faute grave répétée. Des complications non déclarées, des patientes laissées sans suivi, un autre cas d'infection sévère qui avait failli tourner au drame. La radiation était consignée dans des registres administratifs thaïlandais que personne, depuis Montpellier, n'aurait l'idée de consulter. Et Boonsri le savait parfaitement. J'ai envoyé un message via le formulaire de contact un jeudi soir. Le vendredi matin à 9 h, j'avais une réponse en français parfait. Je vais vous parler de Nong Siriporn, parce que comprendre Nong est essentiel pour comprendre comment le système fonctionnait. Nong avait 30 et 1 an. Elle était originaire de Chiang Mai et parlait un français impeccable. Elle avait passé 4 ans à Lyon comme jeune fille au pair avant de revenir en Thaïlande. Sa voix au téléphone était exactement ce qu'on attendrait d'une coordinatrice médicale sérieuse, professionnelle, chaleureuse, précise. Elle répondait à mes questions avec des informations qui sonnaient médicalement crédibles. Elle connaissait la terminologie. Elle citait les protocoles de récupération avec des détails qui m'impressionnaient. Ce que je ne savais pas, c'est que Nong n'était pas coordinatrice médicale. Elle était gérante de l'isolement. Son vrai rôle était de créer une bulle autour de chaque patiente, dès l'arrivée une bulle confortable, rassurante, coupée de tout ancrage extérieur, et de maintenir cette bulle intacte aussi longtemps que nécessaire. Il faut comprendre ce que l'isolement signifiait concrètement dans leur système. C'était pas une séquestration brutale. Il n'y avait pas de porte verrouillée, pas de téléphone confisqué, pas de menace directe. C'était bien plus subtil et donc bien plus efficace. Nong créait les conditions dans lesquelles chaque patiente n'avait aucune raison de chercher un contact extérieur. Parce que tout ce dont elle pouvait avoir besoin était déjà fourni. La voiture privée évitait les contacts avec les chauffeurs indépendants. La maison d'hôte évitait les hôtels avec leur personnel nombreux et leurs autres clients. Les repas livrés évitaient les restaurants de quartier et les échanges avec des locaux ou des touristes. Le programme journalier calé évitait le temps libre qui aurait pu mener à des explorations non supervisées. C'était pas une prison. C'était un cocon si parfait qu'on n'avait aucune raison d'en sortir. Mais pendant les semaines qui avaient précédé mon départ, elle était simplement la femme au bout du fil qui me rassurait. Nos échanges s'étendaient sur plusieurs semaines. Des appels vidéo parfois où elle me montrait les espaces d'accueil de la clinique sur son téléphone. Des photos du quartier résidentiel calme où se trouvait la maison d'hôte. Un planning détaillé de mon séjour arrivé le lundi, bilan prêt, opératoire le mardi, intervention le mercredi, récupération jusqu'au dimanche suivant, retour le mardi. 10 jours au total. Le devis total s'élevait à 4 200 €, tout compris rhinoplastie,
liposuction des cuisses, hébergement, transfert depuis et vers l'aéroport, suivi post-opératoire, moins du tiers du tarif français. J'avais fait mes calculs, méthodiquement, c'est ce que je fais dans mon travail, ce que j'ai toujours fait. Vol aller-retour depuis Montpellier via Paris, environ 800 € avec les bagages, 10 jours d'arrêt maladie, j'avais économisé des jours de congé, assurance voyage souscrite avec couverture médicale, budget repas et petites dépenses sur place, 300 €, total global, 5 300 € environ, contre 12 000 € minimum en France. Je me souviens d'avoir écrit ces chiffres sur un carnet et de les avoir regardés avec la satisfaction de quelqu'un qui a résolu une équation difficile. Cette satisfaction, je voudrais revenir dessus, parce qu'elle est importante. Dans mon métier, quand un dossier se tient, quand les chiffres s'alignent, quand la logique interne d'une situation est cohérente, c'est un signal positif. J'avais appliqué à cette décision les mêmes critères que j'appliquais à une analyse professionnelle. Les chiffres tenaient, le profit de la clinique tenait, les témoignages tenaient, la coordinatrice tenait. Tout était cohérent, parce que tout avait été conçu pour être cohérent. Ma sœur Émilie m'avait appelé quand je lui avais annoncé ma décision. Elle avait 40 ans, elle enseignait en primaire à Montpellier, et elle avait un don particulier pour exprimer ses inquiétudes avec une douceur tellement sincère qu'elle était impossible à ignorer complètement. Val, je t'en supplie, fais vérifier la clinique par quelqu'un, par un médecin, par l'ambassade, je sais pas, quelqu'un d'indépendant. J'ai vérifié. Lui avais-je répondu. J'ai lu les témoignages, j'ai vu les certifications, j'ai parlé avec la coordinatrice pendant des heures. Des témoignages sur des groupes de discussion, c'est pas une vérification. Émilie, je suis responsable RH. J'évalue les gens pour vivre. Je sais quand quelque chose ne va pas. Elle n'avait pas insisté davantage. Elle m'avait embrassé à l'aéroport, le matin du départ, les yeux trop brillants pour que j'y croie vraiment quand elle m'avait dit qu'elle était contente pour moi. Ce moment-là, sur le trottoir des départs, je l'ai rejoué dans ma tête pendant des mois. Les yeux d'Émilie, sa façon de me tenir les épaules, une seconde de trop avant de me lâcher. Elle savait quelque chose que je refusais, de savoir pas de façon concrète, pas avec des faits. Juste cette intuition que les gens qui nous aiment ont parfois et qu'on balaye parce qu'on confond leur peur avec les nôtres. Dans l'avion pour Bangkok, j'avais bu un verre de vin blanc et regardé un film que j'ai oublié. Je me souviens d'avoir pensé quelque part au-dessus de l'Inde que j'étais en train de faire quelque chose pour moi pour la première fois depuis des années. Que ce voyage était une sorte de déclaration, que la femme qui rentrerait à Montpellier serait différente de celle qui était partie. J'avais raison là, dessus. Nong m'attendait à l'arrivée avec mon nom sur un carton blanc. Elle était plus petite que je l'imaginais, avec un sourire qui allumait immédiatement quelque chose de rassurant dans l'air conditionné agressif de l'aéroport de Suvarnabhumi. Elle avait apporté une petite bouteille d'eau fraîche et un carton avec un repas léger pour le trajet, ce genre de détail qui vous fait penser que ces gens sont attentionnés. La voiture était une berline propre avec des sièges en cuir et un conducteur silencieux. Nong me parlait de Bangkok pendant le trajet, me donnait des conseils sur le quartier, me demandait si mon vol s'était bien passé, si je dormais bien dans les avions. Elle avait cette façon de vous parler qui créait une familiarité immédiate, pas envahissante, pas fausse, juste calibrée au degré exact où vous vous sentiez accompagné sans vous sentir manipulé. La maison d'hôte. C'est là que quelque chose aurait dû me frapper, et ne l'a pas fait. C'était une belle villa dans un quartier résidentiel calme, des arbres, des rues propres, pas la Bangkok bruyante et bondée qu'on imagine. 3 chambres, une terrasse, une petite piscine, une femme de ménage qui passait chaque matin, des repas livrés depuis un restaurant thaïlandais du quartier Nong, avait demandé mes préférences alimentaires à l'avance et avait déjà commandé pour le soir. C'était parfait. Tellement parfait que je n'avais aucune raison de sortir, d'explorer, de chercher un café dans la rue ou de me promener. Tout était fourni. Tout était là. J'avais pas besoin du monde extérieur parce que le monde extérieur avait été anticipé. Le lendemain, Nong m'accompagnait à la clinique pour le bilan pré-opératoire. La clinique se trouvait à 20 minutes en voiture. De l'extérieur, c'était une villa plus grande que les autres, une façade propre, un panneau discret avec le logo du Lotus Medical Center, une entrée avec des plantes vertes soignées. À l'intérieur, tout était blanc et éclairé d'une lumière douce. Des couloirs propres. Du matériel médical visible dans les salles entrebâillées. Une réceptionniste en uniforme blanc qui m'avait accueilli par mon prénom. Et puis le docteur Boonsri était entré. Shaiwat Boonsri avait 47 ans ce jour-là. Il portait une blouse blanche immaculée et une montre dont je n'avais pas identifié la marque mais dont le cadran captait la lumière d'une façon qui communiquait une certaine idée du succès. Il parlait un français rudimentaire, mais avec des mots chirurgicaux parfaitement précis. Il connaissait le vocabulaire médical en français mieux qu'il ne connaissait la langue elle-même.
ce qui m'avait semblé logique pour quelqu'un qui travaillait régulièrement avec des patients francophones. Il m'avait examiné avec une concentration qui me semblait professionnelle. Il avait utilisé des termes techniques: rhinoplastie septale, déviation de cloison, liposuction par ultrason, et Nong traduisait et expliquait avec une fluidité qui semblait indiquer qu'elle assistait à ces consultations régulièrement. Il m'avait demandé mes antécédents médicaux, si je prenais des médicaments, si j'avais déjà été anesthésié. Il avait noté mes réponses sur une tablette. Ce que je ne pouvais pas voir depuis ce fauteuil d'examen, c'est la réalité derrière les murs propres. La villa avait été réaménagée en espace médical sans jamais obtenir les homologations correspondantes. Le bloc opératoire que je n'avais pas visité, personne ne me l'avait proposé, et je n'avais pas songé à demander, n'était pas équipé au niveau requis pour des interventions sous anesthésie générale. La stérilisation du matériel chirurgical suivait un protocole que Boonsri avait lui-même établi, sans contrôle extérieur. Et les assistants qui travaillaient avec lui, ceux que j'avais croisés dans les couloirs avec leurs blouses blanches et leurs badges, n'étaient pas tous des professionnels de santé diplômés. Avant de partir, Boonsri m'avait tendu la main et dit, en français, avec un accent qui donnait du poids à chaque mot, « Vous allez être très contente, vous avez un beau visage. Nous allons juste révéler ce qui est déjà là. » J'avais 37 ans quand Arnaud était entré dans ma vie en me disant quelque chose d'approchant. « Tu n'as pas besoin de faire d'efforts, Valérie, tu es déjà là. » Certaines phrases trouvent les failles qu'on croit avoir comblées. Je suis rentré à la maison d'hôte ce soir-là, en me sentant entre les mains de gens compétents. L'opération était prévue pour le mercredi. Je me souviens de ce matin-là avec une clarté étrange, la lumière qui entrait par les volets de ma chambre, la douche froide que j'avais prise à jeun comme Nong me l'avait demandé, la façon dont mes mains ne tremblaient pas quand j'avais enfilé mes vêtements. J'étais calme, j'étais prête. Nong m'avait récupéré à 7 heures. Le trajet s'était fait dans un silence confortable. À la clinique, on m'avait demandé de revêtir une blouse chirurgicale dans une petite salle de préparation. Une femme en uniforme m'avait posé une perf, ses gestes étaient habiles, précis, ce qui m'avait rassuré. Nong était restée avec moi jusqu'au dernier moment. « Tu vas très bien dormir », elle avait dit en me tenant brièvement la main. « Quand tu te réveilles, tout est fini. » L'anesthésie s'était installée vite. Je me souviens d'un plafond blanc, d'une lumière froide, de voix en taille que je ne comprenais pas. Et puis plus rien. Ce que j'allais apprendre bien plus tard dans le bureau d'un avocat à Montpellier, en lisant un rapport médical, que Maître Ferrara me traduisait ligne par ligne, c'est que l'homme qui avait géré mon anesthésie ce mercredi-là n'était pas un anesthésiste certifié. C'était un aide-soignant sans accréditation officielle, payé à la vacation, qui avait administré les produits selon un protocole que Boonsri lui avait lui-même communiqué par écrit, et que, pendant la rhinoplastie, une perforation du septum nasal avait eu lieu, une erreur que Boonsri n'avait pas mentionnée dans son compte-rendu opératoire, probablement parce qu'il n'avait pas rédigé de compte-rendu opératoire, mais ce mercredi-là, je ne savais rien de tout ça. Je me suis réveillé dans une douleur que je n'avais pas anticipée, pas une douleur aiguë, quelque chose de diffus, de lourd, de total, mon visage était bandé, mes cuisses étaient enveloppées dans des compressions serrées. Ma gorge était sèche comme du papier. Non était là quand j'ai ouvert les yeux. C'est normal, elle avait dit immédiatement, avant même que j'ai eu le temps de parler. Tout s'est très bien passé. Tu vas ressentir de la douleur les premiers jours. C'est normal. C'est exactement ce qu'on attendait. Et parce qu'elle l'avait dit avec le même ton rassurant qu'elle avait eu depuis le premier jour, ce ton qui n'hésitait jamais, qui ne cherchait pas ses mots, qui semblait puiser dans une certitude absolue, je l'avais cru. Les 2 premiers jours de récupération se sont passés dans une demi-conscience douloureuse. Nong venait 2 fois par jour, matin et soir, avec les médicaments, les soins des pansements, les repas. Elle était attentive, efficace, toujours d'une bonne humeur, qui ne vacillait pas. Si je posais des questions sur ma douleur, elle répondait. Si je demandais à voir Boonsri, elle disait qu'il vérifierait mes résultats au prochain rendez-vous, dans 2 jours. Ce que je comprendrai plus tard, c'est que ce délai de 2 jours était systématique. Pas par organisation médicale, par conception. 2 jours suffisaient pour que les patientes soient assez affaiblies pour ne plus poser de questions avec insistance, et pas assez longtemps pour que les proches à l'extérieur s'alarment vraiment. C'était une fenêtre calculée. J'avais appelé Émilie le soir du premier jour. Nong avait rechargé mon téléphone pendant que je dormais, un geste attentionné. Avais-je pensé? Je n'avais pas remarqué qu'elle avait eu le téléphone en main pendant 1 heure entière. Je ne savais pas encore qu'elle lisait les messages entrants avant de me les transmettre sélectivement. Pas tous, juste ceux qui auraient pu m'alerter, ceux qui posaient des questions directes sur la clinique, ceux que Émilie avait envoyés en cherchant des informations par ses propres canaux. « Comment tu vas ?» avait demandé Émilie. « Mal. »« Mais Nong dit que c'est normal. Tu es sûr ?
Tu veux que je rappelle la clinique directement? Non, non, ça va. C'est une opération, c'est censé faire mal. Je lui avais dit que tout allait bien parce que c'est ce que Nong m'avait dit, parce que dans l'état où j'étais faible, sous analgésique, euh, loin de tout ce qui m'était familier, je n'avais pas l'énergie de douter. Le 3e jour, la fièvre a commencé. Pas d'un coup, progressivement. Comme quelque chose qui monte dans un four lentement, régulièrement, jusqu'au moment où on réalise que la température est trop haute. Le matin, je l'avais pas remarqué. L'après-midi, j'avais dit à Nong que j'avais chaud. Elle avait pris ma température 38,2, un peu de fièvre post-opératoire. Elle avait dit sans hésiter. Ton corps se défend. C'est exactement ce qu'on attendrait à ce stade. Je vais appeler le docteur Boonsri. Elle avait quitté la pièce pour téléphoner. Quand elle était revenue, elle avait un nouveau médicament à la main, des antibiotiques, avait-elle expliqué. Boonsri les avait prescrits par téléphone. Il s'était pas déplacé. J'avais pas trouvé ça étrange. J'aurais dû. Le 4e jour, la fièvre était à 39,8. Ce 4e matin, j'avais essayé de me lever pour aller aux toilettes et j'avais failli tomber. Mes jambes ne me portaient pas comme elles auraient dû. Ma tête tournait. Et quelque chose dans mes cuisses, sous les compressions, dans la zone où la liposuction avait eu lieu, brûlait d'une façon qui n'était plus simplement douloureuse. C'était quelque chose de plus profond, de plus insistant, une chaleur organique intérieure qui n'avait rien à voir avec la douleur de surface que j'avais ressentie les jours précédents. J'avais essayé de boire un peu d'eau, j'avais pas réussi à terminer le verre. J'avais envoyé un message à Émilie. Pas un appel, j'avais à peine la force de maintenir le téléphone. Un message court, rapide, tapé avec des doigts qui n'obéissaient pas bien. Fièvre haute, cuisse très mal, non dit que c'est normal. J'espère que c'est vrai. Émilie me connaissait depuis 40 ans. Elle avait lu ce message 3 fois, elle me le dirait plus tard. Pas à cause de ce que j'avais écrit. À cause de la façon dont je l'avais écrit, sans majuscule au début, sans les formulations habituelles, sans ce ton légèrement ironique que j'avais toujours dans mes messages, même quand quelque chose n'allait pas. Et cette dernière phrase, j'espère que c'est vrai qu'il ne m'appartenait pas. Je n'espère jamais. J'analyse, je vérifie, je conclus. Je n'espère pas. Ma sœur avait su, en lisant ces 4 mots, que j'avais perdu le contrôle de la situation. Elle avait essayé de me rappeler. Elle était tombée sur Nong. Valérie se repose, avait dit Nong. Sa fièvre est sous contrôle. Le docteur Boonsri a ajusté son traitement ce matin. Elle vous rappellera quand elle sera en état de parler. Je veux lui parler maintenant. Elle dort. Je vais pas la réveiller, ce serait contre-productif pour sa récupération. Elle m'a envoyé un message il y a 20 minutes. Un silence, très bref. Puis, peut être qu'elle s'est rendormie. Je dis que vous avez appelé, Émilie avait raccroché. Elle m'avait rappelé directement 1 heure plus tard. Nong avait répondu encore une fois. Émilie avait raccroché sans parler cette fois. Elle s'était levée de sa chaise dans la salle des maîtres de son école. Elle avait prévenu sa collègue qu'elle avait une urgence familiale. Elle était sortie dans le couloir et elle avait commencé à rédiger un message détaillé à l'ambassade de France à Bangkok. Ce que ma sœur a fait dans les heures qui ont suivi, je suis pas sûr d'en être capable moi-même dans des circonstances ordinaires. Mais Émilie n'était pas ordinaire ce jour-là. Elle était une femme qui savait que quelque chose n'allait pas et qui avait décidé, avec une clarté froide, de faire exactement ce qu'il fallait faire. Elle n'avait pas paniqué. Elle n'avait pas appelé nos parents. Elle n'avait pas passé 1 heure à chercher des forums d'aide en ligne. Elle avait identifié le canal le plus direct vers une autorité capable d'agir physiquement en Thaïlande, et elle avait rédigé le message le plus efficace possible. Elle avait joint à son courriel toutes les captures d'écran de nos échanges depuis le début, les miens et les siens. Elle avait joint les relevés de ses tentatives d'appel non aboutis avec les heures exactes. Elle avait joint le nom complet de la clinique, l'adresse du site, le nom du docteur Boonsri et celui de Nong Siriporn. Elle avait rédigé le contexte en termes clairs et factuels, pas d'hystérie, pas d'exagération, juste les faits dans l'ordre chronologique avec les pièces jointes correspondantes. Elle avait terminé son message par une phrase qui, selon Christophe Valin, avait retenu son attention immédiatement. « Ma sœur est responsable des ressources humaines. » Elle n'utilise pas le mot « espoir ». Elle l'a utilisé dans son dernier message. Quelque chose ne va pas. Elle avait envoyé ce courriel à 23 heures, heure de Montpellier. À Bangkok, il était 5 heures du matin. La cellule consulaire de crise était dirigée par l'ambassadeur adjoint Christophe Valin, un homme de 53 ans qui avait passé une partie de sa carrière à gérer des situations impliquant des ressortissants français en difficulté à l'étranger. Il avait ouvert le message à 8 heures du matin, heure locale. Il avait pris une décision en moins de 10 minutes. En 2 heures,
ces équipes avaient localisé la clinique. L'adresse ne correspondait pas exactement à celle affichée sur le site décalé de quelques rues dans le même quartier résidentiel, mais les services fiscaux thaïlandais disposaient d'un enregistrement commercial qui permettait de pointer vers la bonne villa. En parallèle, le colonel Prayut Nakorn, officier de l'unité des crimes médicaux de la police royale thaïlandaise, avait été contacté. Il connaissait le nom de Boon Sri. Pas comme une cible active, mais comme une entrée dans un fichier de signalement qui n'avait jamais été transformé en enquête formelle faute de plaignante locale. Ce jour-là, elle allait l'être. Je me souviens très peu de ce vendredi matin, des fragments, la lumière du soleil sur le carrelage de ma chambre. Une douleur dans les cuisses qui avait changé de nature plus profonde, plus chaude, moins localisée, comme quelque chose qui se répandait. Non, qui entrait avec mes médicaments et qui disait que tout allait bien, que la fièvre allait redescendre, que le docteur avait dit que c'était attendu à ce stade. Je me souviens de lui avoir demandé pour la première fois avec une vraie insistance, « Je veux voir Boon Sri, aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. » Elle avait souri ce sourire qui ne vacillait jamais. « Il a beaucoup de patientes en ce moment. Mais je vais lui transmettre votre demande. Je suis sûr qu'il pourra passer en fin de journée. Boon Sri n'est jamais passé en fin de journée. Il ne viendrait plus jamais. » Ce que j'apprendrai plus tard dans le rapport d'enquête du colonel Nakorn, c'est que Boon Sri avait été informé dès le matin que l'ambassade de France avait été contactée. Un contact dans les services administratifs lui avait envoyé un signal. Et Boon Sri, avec l'instinct de quelqu'un qui a toujours su quand il était temps de disparaître, avait commencé à préparer sa fuite. Il avait donné des instructions à 2 de ses assistants pour effacer certains fichiers numériques. Il avait fait sortir de la villa une partie du matériel le plus compromettant. Et il avait réservé un vol pour Phuket sous son vrai nom, une erreur. La seule qu'il ait faite ce jour-là. Vers 15 heures, une voiture de l'ambassade s'est garée devant la maison d'hôte. 2 agents consulaires et une femme que je ne connaissais pas, la docteure Pornpimol Suksri, chirurgienne thaïlandaise mandatée par l'ambassade, ont sonné à la porte. Nong avait répondu. Elle avait tenté de maintenir qu'une visite n'était pas nécessaire, que la patiente se reposait, que son médecin était en contact régulier. L'un des agents consulaires lui avait répondu que l'ambassade de France avait le droit de vérifier l'état de santé d'une ressortissante française, et que si elle refusait l'accès, la police royale serait sur place dans les 20 minutes. Nong avait ouvert la porte. La docteure Pornpimol Suksri avait 44 ans, mon âge exact, et des mains dont la précision tranquille m'a frappé même dans l'état où j'étais. Elle s'était assise au bord de mon lit, elle avait parlé doucement en français avec un léger accent, elle avait commencé à m'examiner avec une méticulosité que Boon Sri n'avait jamais eue. Elle avait retiré les compressions de mes cuisses avec des gestes lents et soigneux. Elle avait regardé. Elle n'avait rien dit pendant plusieurs secondes. « Valérie, avait-elle dit, je vais être direct avec vous parce que vous méritez la vérité et que nous n'avons pas de temps à perdre. Il y a une infection sous-cutanée dans la zone opérée. Elle a progressé depuis l'intervention. Elle commence à toucher les tissus plus profonds. C'est ce qu'on appelle une cellulite nécrosante débutante. Si vous n'êtes pas prise en charge aujourd'hui, les prochaines 24 heures deviennent très risquées. » Je l'avais regardé. J'avais entendu les mots. Je n'avais pas pleuré, pas encore. Nong m'avait dit que c'était normal. J'avais dit que c'était attendu. La docteure m'avait regardé avec une expression que je ne saurais pas vraiment nommer. Pas de la pitié. Quelque chose de plus grave. C'était pas normal, avait-elle dit doucement. Ce ne l'était pas du tout. Elle avait ensuite fait quelque chose que je n'oublierai jamais pas par geste dramatique, mais par soin dans le détail. Elle avait sorti un petit carnet de sa poche et avait écrit son numéro de téléphone personnel, le numéro de la cellule consulaire et le nom de l'hôpital où j'allais être transféré. Elle avait glissé ce carnet dans la poche de ma veste que j'avais posé sur la chaise à côté du lit. Pour que vous ayez quelque chose à tenir, avait-elle dit, quelque chose de physique, c'est une petite chose. Mais quand vous êtes allongé dans une chambre inconnue à 10 000 km de chez vous avec une infection qui progresse dans votre corps et que tout ce en quoi vous aviez eu confiance s'avère avoir été fabriqué, une petite chose peut être considérable. Les heures qui ont suivi se sont enchaînées avec une vitesse qui contrastait avec les 4 jours de lenteur engluée que je venais de traverser. Une ambulance, un hôpital public certifié à 30 minutes de la moderne, fonctionnel, avec des infirmières en uniforme bleu marine et des médecins qui se déplaçaient rapidement dans les couloirs avec cette précision des gens qui savent exactement où ils vont. À l'admission, une infirmière m'avait posé les questions habituelles, nom, date de naissance, allergie connue. J'avais répondu mécaniquement, sur pilote automatique, comme si mon cerveau avait décidé de gérer le minimum vital pendant que le reste essayait de comprendre ce qui venait de se passer. Christophe Valin,
lui-même était passé en fin d'après-midi pour me dire que l'ambassade restait en contact permanent avec les équipes médicales et que ma sœur avait été informée. Ma sœur avait été informée. J'avais demandé un téléphone pour appeler Émilie, le mien était resté à la maison d'hôte. L'agent consulaire qui m'accompagnait avait composé le numéro pour moi. Elle avait décroché à la première sonnerie, Val. J'avais pas réussi à parler tout de suite. Je me souviens que j'essayais de formuler quelque chose, un merci, une explication, n'importe quoi, et que rien ne venait. Juste ma gorge serrée, et ce prénom qu'elle avait prononcé comme si elle savait déjà tout. « Je suis là », avait dit Émilie. « Je suis là. Tout va bien se passer. » C'est à ce moment-là que j'avais pleuré. Pas avant. Pas pendant l'examen de la docteure Souxri, pas dans l'ambulance, pas à l'admission aux urgences. Là, au téléphone avec ma sœur, dans une chambre d'hôpital à Bangkok, en entendant sa voix prononcer les mots que je n'avais pas su me dire à moi-même. Il y avait quelque chose dans ce moment que j'ai pas eu la force d'analyser sur le coup, mais que j'ai compris plus tard. J'avais géré toute ma vie seule, ma rupture avec Arnaud seul, mon poste de responsable seul, cette décision de partir en Thaïlande seul. La conviction que demander de l'aide était un aveu de faiblesse était si profondément ancrée en moi que j'avais failli en mourir, littéralement. Ce sont les larmes de cette prise de conscience-là que j'ai pleuré ce soir-là, pas seulement celles de la peur. Pendant que j'étais à l'hôpital, le colonel Nakorn procédait à une opération sur la villa qui servait de clinique. Ce qu'il a trouvé dépassait les limites d'un simple cas de négligence médicale. 32 dossiers de patientes étrangères, des femmes de 9 pays différents, France, Belgique, Suisse, Canada, mais aussi Australie, Allemagne, Pays-Bas. Des dossiers avec des photos pré- et post-opératoires, des copies de passeport, des devis, des relevés de paiement en espèces, ou par virement vers des comptes enregistrés à Singapour. Certains dossiers dataient de 3 ans, certains mentionnaient des complications sans aucune trace de suivi ou de traitement. Dans 3 dossiers, une mention manuscrite en thaï que le traducteur de la police avait rendue ainsi dans son rapport, patiente rentrée dans son pays, suite inconnue. 3 femmes dont on ne savait pas si elles étaient rentrées chez elles en bonne santé, si elles avaient survécu à des complications similaires aux miennes, si quelqu'un avait été alerté à temps ou pas. 3 femmes qui avaient confié leur corps à cet homme et dont on avait perdu la trace dans un dossier rangé dans une armoire. Cette pensée m'habitait pendant des semaines après mon retour. Elle m'habite encore parfois. Nong avait été arrêtée sur place. Elle n'avait pas résisté. Elle avait, selon le rapport d'enquête, regardé les policiers entrer dans la villa, avec une expression que le colonel Nakorn avait décrite, les mots exacts dans son rapport, comme ressemblant davantage à du soulagement qu'à de la peur. Je ne sais pas quoi faire de cette information. Peut-être qu'à un certain moment, même les gens qui participent à des systèmes comme celui-là veulent qu'ils s'arrêtent. Peut être que le poids de ce qu'elle faisait était devenu trop lourd à porter. Peut être que c'est une rationalisation que je me fabrique pour éviter de la haïr complètement, parce que la haïr complètement demanderait une énergie que je préfère employer ailleurs. Boon Sri avait été interpellé à l'aéroport de Suvarnabhumi au moment d'embarquer pour Phuket. Un homme qui avait passé 3 ans à orchestrer des disparitions soigneusement préparées s'était trahi par la plus banale des erreurs, réservé un vol sous son vrai nom parce qu'il pensait avoir suffisamment de temps. Il n'en avait pas eu. La docteure Sukshri m'avait rendu visite à l'hôpital 2 jours après mon admission. Elle était venue avec ses notes, un rapport préliminaire, et cette façon de s'asseoir légèrement penchée en avant qui signifiait qu'elle allait me parler directement. J'ai terminé mon évaluation complète, avait-elle dit. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé chirurgicalement parce que je pense que vous avez le droit de comprendre exactement ce qu'on vous a fait. Elle m'avait parlé de la perforation septale, un accident opératoire qui arrive, m'avait-elle précisé, mais qui doit être détecté pendant l'intervention et réparé immédiatement. Boon Sri ne l'avait pas détecté ou ne l'avait pas signalé. Elle m'avait parlé de l'anesthésiste non certifié. Elle m'avait parlé des conditions d'hygiène insuffisantes dans le bloc opératoire et elle m'avait parlé de l'infection, une bactérie qui s'était installée dans la zone opérée, qui avait progressé silencieusement pendant 4 jours pendant que Nong me répétait que la douleur était normale. Combien de temps encore avant que ça devienne fatal, j'avais demandé. Elle avait réfléchi un moment, 24 heures. Peu, être 36, l'infection progressait rapidement, vous étiez à la frontière. 24 heures. Ma sœur avait envoyé son message à 23 heures, heure de Montpellier. Si elle avait attendu le lendemain matin, je n'ai pas terminé cette pensée, je ne la termine jamais. J'avais posé une question que j'avais retardée depuis le début de notre conversation, pas par peur de la réponse, mais parce que je voulais que ma voix soit stable quand je la poserais. Est-ce qu'il savait, Boon Sri, quand il a opéré, est-ce qu'il savait que les conditions d'hygiène étaient insuffisantes? La docteure avait pris un moment avant de répondre. Oui, avait-elle dit simplement. Il le savait. C'est pas de la négligence au sens où il aurait ignoré quelque chose. C'est un choix économique. Les mesures d'hygiène adéquates coûtent plus cher à mettre en place. Il a choisi de ne pas les mettre en place.
un choix économique. 4 patientes sur 32 avaient développé des infections. C'était un taux qu'il avait intégré dans son modèle, comme on intègre un taux de retour dans une entreprise de vente par correspondance. Les complications faisaient partie du calcul. La plupart des patientes rentraient dans leur pays sans faire de bruit, trop honte, trop loin, procédure trop complexe. Quelques-unes portaient plainte. Le réseau absorbait le coup. Jusqu'à ce qu'Émilie envoie son message, je suis resté à l'hôpital de Bangkok pendant 7 jours. Des jours dont je garde des souvenirs fragmentaires, la perfusion dans le bras gauche, la chaleur humide qui filtrait malgré la climatisation, les infirmières qui venaient toutes les 4 heures, avec cette efficacité tranquille et professionnelle, qui me faisait réaliser à chaque passage à quel point j'avais confondu le simulacre de Nong avec la chose réelle. La compétence vraie ne se présente pas. Elle se voit dans la façon dont les mains travaillent, dans la précision des gestes, dans la façon dont quelqu'un répond à une question imprévue. Maître Julien Ferrara m'avait appelé pour expliquer les options juridiques et me demander mon accord pour commencer à constituer le dossier. Il avait 40 et 1 an, une voix posée, et la façon de formuler les choses les plus complexes en termes compréhensibles qui caractérisent les gens vraiment bons dans ce qu'ils font. Le dossier pénal est solide, m'avait-il dit. Boonsri est en détention provisoire. Nong a commencé à coopérer partiellement. Le colonel Nakorn a 32 dossiers de victimes potentielles. Il y aura un procès. Et civilement, un silence. Les avoirs de Boonsri sont dissimulés derrière des structures à Singapour. On peut obtenir un jugement. L'exécution financière sera plus compliquée. J'avais regardé le plafond de ma chambre d'hôpital, un plafond blanc, neutre, sans caractéristiques particulières. J'ai payé 4 200 € pour me faire mutiler. J'avais dit finalement, oui, et je n'en reverrai probablement pas un centime, probablement pas de Boonsri directement, mais la procédure civile peut cibler d'autres acteurs, les hébergeurs, les structures d'accueil. C'est plus long, moins certain. Commencez, j'avais dit. Faites ce qu'il faut faire. Il y avait eu un silence, bref, de l'autre côté de la ligne. Puis, je voulais vous dire quelque chose, avait-il ajouté, pas en tant qu'avocat. Ce que votre sœur a fait le message à l'ambassade, la façon dont elle l'a rédigé, les pièces jointes, la précision, j'en ai vu beaucoup, des alertes consulaires, la sienne était parmi les plus efficaces. C'est elle qui a déterminé la rapidité de la réponse. Je n'avais rien dit, j'avais juste gardé ça quelque part pour le lui répéter plus tard. Le rapatriement a eu lieu 7 jours après mon admission à l'hôpital. Un vol médicalisé, une expérience que je ne souhaite à personne, pas pour sa douleur physique, mais pour ce qu'elle signifie. Vous n'êtes plus une passagère. Vous êtes un patient qu'on rapatrie. Vous avez perdu la capacité ordinaire de rentrer chez vous par vos propres moyens, et cette perte aussi temporaire, soit-elle, vous rappelle avec brutalité à quel point vous avez pris pour acquis le fait de pouvoir circuler librement dans le monde. Émilie était à l'aéroport de Montpellier. Elle n'avait prévenu personne, d'autre juste elle, seule, avec une voiture, et ce manteau rouge qu'elle portait depuis 10 ans. Quand j'avais franchi les portes d'arrivée dans le fauteuil roulant que l'équipe médicale m'avait imposé, elle s'était levée. Elle n'avait pas dit bonjour. Elle m'avait pris la main et elle avait marché à côté du fauteuil jusqu'à la voiture sans la lâcher. Dans la voiture, elle avait dit « J'aurais dû crier plus fort avant que tu partes. Tu as crié au bon moment, j'avais répondu. » Elle n'avait pas semblé convaincue. Elle ne l'est toujours pas et je ne pense pas qu'elle le sera jamais complètement. C'est quelque chose qui lui appartient, cette culpabilité que je ne peux pas entièrement lui retirer même quand je lui répète que c'est elle qui m'a sauvé. Que si elle n'avait pas rédigé ce message avec cette précision, à cette heure-là, avec ses pièces jointes, la réponse consulaire aurait peut-être été plus lente de quelques heures. Et quelques heures faisaient la différence. Les séquelles. Je veux vous parler des séquelles parce que c'est la partie dont on ne parle jamais dans les récits de tourisme médical qui tournent bien. On parle de l'arnaque, du danger, de la fuite, de l'arrestation. On ne parle pas de ce qui reste. La perforation septale a nécessité 3 opérations correctives, des vraies, en France, réalisées par un chirurgien ORL certifié dans un hôpital public. Le résultat fonctionnel est satisfaisant, je respire normalement. Le résultat esthétique ne l'est pas. Mon nez ne ressemble pas à celui que j'aurais eu si l'opération de Bangkok s'était déroulée correctement. Il ne ressemble pas non plus exactement à celui que j'avais avant de partir. C'est une version intermédiaire, légèrement marquée par des cicatrices internes que les chirurgiens ont fait de leur mieux pour minimiser. Les cicatrices sur mes cuisses sont visibles, des marques irrégulières, là où l'infection avait été la plus profonde, là où les médecins avaient dû drainer les tissus atteints. Et puis il y a les séquelles qu'on ne voit pas. J'ai suivi une thérapie pendant près d'1 an. Ma thérapeute s'appelait Isabelle. Elle avait une façon de poser les questions qui vous obligeait à répondre honnêtement, même quand vous auriez préféré esquiver. La question centrale qu'elle posait sous différentes formes pendant des mois,
Pourquoi aviez-vous besoin que votre corps soit différent pour vous sentir entière? Je n'avais pas de réponse simple. Je n'en ai toujours pas une entièrement satisfaisante. Mais j'ai compris à travers ce travail que le nez et les cuisses n'étaient pas vraiment le problème. Qu'ils étaient les représentants visibles d'un sentiment d'inadéquation plus profond, quelque chose qui existait avant Arnaud, que la rupture avait amplifié et que j'avais tenté de résoudre par une intervention chirurgicale comme on règle un problème logistique. Isabelle m'avait posé une question à notre 8e séance qui avait changé quelque chose dans ma façon de voir toute cette histoire. Si vous aviez pu voir dans un miroir, à votre retour de Thaïlande, le résultat que vous espériez le nez parfait, les cuisses lisses, exactement comme vous le vouliez, est-ce que vous auriez été heureuse? J'avais réfléchi longuement. Non. J'avais dit finalement, non, je crois pas. Parce que le problème n'était pas mon nez. Le problème était quoi? Le problème, c'est que j'avais décidé que pour être aimée à nouveau, je devais être différente. Et cette décision-là ne se règle pas avec un bistouri. Isabelle avait hoché la tête sans dire qu'elle avait raison. Elle ne disait jamais qu'elle avait raison. Elle vous laissait arriver là vous-même. Ce travail thérapeutique, je veux que vous l'entendiez clairement, pas comme une conclusion édifiante, mais comme une réalité pratique, était aussi difficile que les 3 opérations correctives. Peut être plus. Les cicatrices physiques guérissent selon un calendrier médical prévisible. Les cicatrices psychologiques n'ont pas de calendrier. Elles avancent, stagnent, reculent, avancent encore. Certaines semaines, j'allais mieux. D'autres, je me réveillais à 5 heures du matin avec la sensation de Bounzri qui entrait dans la pièce avec sa blouse blanche et sa montre brillante. Et tout ce que je savais maintenant n'empêchait pas ce sentiment de revenir. Le procès s'est tenu à Bangkok 9 mois après les faits. Je n'y ai pas assisté en personne, j'ai suivi le verdict par liaison vidéo depuis le bureau de Maître Ferrara à Montpellier. Bounzri a été condamné à 9 ans de prison pour exercice illégal de la médecine, mise en danger de la vie d'autrui aggravée et association de malfaiteurs. Des procédures parallèles ont été engagées en France, en Belgique, en Australie et au Canada. Pour les victimes des autres nationalités, les dossiers saisis dans la villa avaient permis d'identifier et de contacter 23 femmes qui avaient accepté de participer aux poursuites. Nong a été condamné à 3 ans ferme pour complicité et séquestration. Sa coopération partielle avec les enquêteurs avait été prise en compte dans la peine. Le groupe de discussion, celui par lequel tout avait commencé, a été signalé par 9 victimes dans une démarche coordonnée. La plateforme avait tardé à agir. Il a fallu une intervention diplomatique conjointe franco-thaïlandaise pour que le groupe soit finalement supprimé plusieurs mois après les premières alertes. Ce délai m'avait mis en colère. Il met toujours en colère. Des groupes similaires existent encore. Des cliniques similaires fonctionnent encore. La mécanique que j'ai traversée, les faux témoignages, la légitimation par le vocabulaire médical précis, l'isolement progressif, le silence calculé est en activité quelque part en ce moment même sur un autre groupe de discussion dans une autre villa réaménagée auprès d'une autre femme qui cherche à se sentir mieux dans son corps. C'est pour ça que je parle, c'est pour ça que je me suis battu. 10 mois après mon retour à Montpellier, j'ai repris mon poste à plein temps. Mes collègues ne savent pas tout. J'ai dit que j'avais eu une complication médicale sérieuse à l'étranger, ce qui est la vérité la plus compacte que j'ai trouvée. Mais j'ai aussi commencé à intervenir dans des lycées, d'abord des classes de terminale où les professeurs m'invitent à parler des réseaux sociaux et de la pensée critique, puis dans des associations qui accompagnent des femmes en sortie de relations difficiles, parce que je sais maintenant mieux qu'avant comment une rupture peut fragiliser le rapport à soi d'une façon qu'on ne mesure pas toujours. Lors de ma première intervention dans un lycée des élèves de 10 à 7, 10 à 8 ans, une salle de classe ordinaire, avec des chaises en plastique, et un tableau blanc, j'avais remarqué quelque chose qui m'avait arrêté au milieu d'une phrase. Une fille au 3e rang m'écoutait avec une attention différente des autres, pas plus concentrée, plus personnelle. Comme si ce que je décrivais lui parlait d'une façon qu'elle n'avait pas prévue. Après la séance, elle était venue me voir. Elle avait 10 à 7 ans, les cheveux attachés, une façon de parler précise et directe que j'avais reconnue immédiatement parce que c'était ma façon de parler à son âge. Mon père envisage une opération dans une clinique à Istanbul, avait-elle dit sans préambule. Il m'a montré les témoignages sur un groupe en ligne. C'est exactement ce que vous décrivez. Nous avions parlé pendant 20 minutes dans le couloir. Après la sonnerie, je lui avais donné les questions à poser, pas des conseils généraux, des questions précises. Peut-on contacter le chirurgien directement, sans intermédiaire? Peut-on obtenir ses accréditations auprès du conseil médical local du pays concerné? Peut-on joindre une patiente précédente dont on vérifie l'identité de façon indépendante? Elle était repartie avec ses 3 questions notées sur son téléphone. 3 semaines plus tard, elle m'avait envoyé un message. Son père avait posé les questions. La clinique n'avait pas pu fournir les coordonnées directes du chirurgien. Elle avait trouvé un autre établissement, certifié cette fois, dont les tarifs étaient légèrement plus élevés mais dont les accréditations étaient vérifiables. Ce message, je l'ai lu plusieurs fois.
Je l'ai gardé. Ce que je dis aux lycéens et ce que je veux que vous reteniez de mon histoire, c'est pas ne faites jamais confiance à l'étranger. Ce n'est pas le tourisme médical est dangereux par définition. Des établissements sérieux existent en Thaïlande, en Turquie, en Hongrie et ailleurs. Des chirurgiens compétents et certifiés exercent hors de France et de façon tout à fait légitime. Ce que je dis, c'est ceci. Une preuve sociale, fabriquée, ressemble à une preuve sociale réelle. Les mêmes éléments qui rendent un témoignage crédible, les nuances, les petites imperfections, le vocabulaire précis, la rapidité de réponse peuvent être reproduits artificiellement par des gens qui en comprennent les mécanismes. C'est pas une question d'intelligence ou de méfiance naturelle. Les professionnels de la manipulation ciblent précisément les gens qui font confiance à leur propre jugement. Parce que ces gens-là ne vérifient pas 2 fois ce qu'ils ont déjà évalué. La vérification indépendante n'est pas un aveu de faiblesse, c'est la seule protection réelle. Un médecin que vous pouvez pas contacter directement, sans intermédiaire, n'est pas un médecin que vous pouvez choisir en toute conscience. Je suis parti chercher une version améliorée de moi-même, je suis rentré avec des cicatrices que je n'avais pas, mais aussi avec une clarté que je n'aurais jamais eue autrement sur ce que je valais avant l'opération, sur ce que je valais après, et sur la différence finalement minime que mon nez a jamais faite à l'une ou l'autre de ces valeurs. C'est pas la leçon que j'avais prévu d'apprendre à Bangkok, mais c'est peut être la seule qui comptait vraiment. Si vous avez entendu une histoire similaire dans votre entourage, une femme, un homme, quelqu'un que vous aimez qui planifie une opération esthétique à l'étranger via un groupe de témoignages en ligne, partagez ce documentaire. Pas pour faire peur. Pour donner les outils qui permettent de faire la différence entre un établissement légitime et une façade. Cette différence peut littéralement sauver une vie